Les deux sœurs traversent joyeusement le manoir en courant, avec notre protagoniste hurlant à plein poumon à propos de leur système complètement fou. Et c'est ainsi qu'ils atteignent une salle de bain immense et luxueuse pour accomplir leur mission. La sœur rousse soulève alors le petit garçon dans les airs, s'exclamant à quel point il est mignon, ce que l'autre confirme en riant. Sa sœur continue de le taquiner, trouvant la scène hilarante. Cela laisse le garçon complètement mortifié, et il hurle de honte. Dans la baignoire, l'une des sœurs lui lave les cheveux pendant que l'autre l'observe en souriant. Toutes deux s'amusent à éclabousser de l'eau partout durant le bain du jeune maître. Après le bain, elles le tiennent dans leurs bras et le félicitent d'avoir été un bon petit garçon, mais il proteste en disant qu'elles ont changé. Soudain, la sœur rousse s'immobilise, le visage figé par la peur. Voyant sa réaction, notre protagoniste lui demande avec inquiétude ce qui se passe. Elle pointe alors du doigt avec terreur, révélant que la marée de bêtes a été provoquée par cette personne. Le protagoniste et son autre sœur restent sans voix face à cette révélation. Ailleurs, on voit le majordome marcher aux côtés d'un homme avec une cicatrice sur le visage. En zoomant, on distingue mieux son expression sérieuse et intimidante. Dans un flashback, la jeune fille revoit cet homme sur un toit, utilisant un bâton pour invoquer la marée de bêtes. Dans son souvenir, il crée un immense cercle magique rouge qui déchire le ciel. De ce portail surgit un gigantesque œil reptilien, laissant la fille terrifiée. Notre protagoniste déclare alors qu'il est le fils du futur chef de famille et demande à tout le monde de rester calme. Les trois continuent de marcher dans le couloir. Tandis que les deux hommes s'éloignent, notre protagoniste les observe avec méfiance, le regard dur. En les croisant, la sœur rousse devient nerveuse et ne peut cacher sa peur. L'homme à la cicatrice remarque sa réaction, mais ne dit rien. Plus près, les deux sœurs saluent le majordome d'un sourire forcé. Celui-ci s'incline respectueusement devant notre protagoniste, l'appelant « Jeune maître Wong ». Le protagoniste les regarde s'éloigner, le visage fermé. Ils arrivent devant une porte, et le majordome annonce que Joe King est revenu pour voir le maître de maison. Notre protagoniste comprend qu'il s'agit de la salle de réunion et décide d'écouter en secret leur conversation. Sa sœur s'inquiète, craignant qu'il ne soit découvert, mais il lui dit de ne pas s'en faire, semblant avoir un plan. Il s'approche discrètement de la porte. Puis, soudainement, le protagoniste entre dans la salle avec ses sœurs, sous les cris d'un garde lui interdisant d'entrer. À l'intérieur, son grand-père est assis à son bureau, accompagné des deux hommes, surpris par l'irruption. Les sœurs s'inclinent et s'excusent, disant qu'elles n'ont pas pu retenir notre protagoniste, mais le petit garçon ignore tout cela et court vers son grand-père, les bras ouverts. Le chef de famille renvoie les autres et, avec un sourire, invite son petit-fils à venir sur ses genoux. Avec notre protagoniste assis sur lui, il parle de la puissance de la famille et demande des nouvelles des marées de bêtes. Le majordome et l'homme à la cicatrice écoutent attentivement les ordres du maître. L'homme rapporte qu'ils ont déjà repéré de nouveaux groupes de monstres qui pourraient attaquer à tout moment. Entendant cela, notre jeune héros se met en colère, réalisant que l'académie ment et envoie les étudiants directement dans des zones de danger. Un flashback montre un professeur expliquant que ces marées sont des catastrophes naturelles et que les éveillés sont des protecteurs. Le majordome annonce qu'il a déjà chargé la guilde de publier des missions avec des récompenses élevées pour attirer des équipes. Le grand-père le félicite, disant que sa famille sert la leur depuis 3 générations et qu'il en est satisfait. Le majordome fait alors un geste à l'homme à la cicatrice, qui comprend immédiatement. Sans hésiter, il s'agenouille et déclare « C'est un honneur de servir la famille Lou ». Le majordome le remercie pour le cadeau qui a permis à son fils d'atteindre le rang B supérieur et exprime sa gratitude pour la bonté du maître. Le chef de famille sourit et leur ordonne de poursuivre le plan de marée de bêtes comme convenu. L'homme, toujours à genoux, accepte l'ordre sans discuter. Le grand-père ordonne aussi de préparer du matériel coûteux et des services de divertissement pour les survivants. Un flashback montre un homme ressemblant à une version plus jeune du grand-père de notre protagoniste, se prélassant dans un bain chaud entouré de filles pendant qu'une servante les observe de loin. Le majordome s'incline profondément et accepte tous les ordres sans hésiter. La nuit tombe, illuminant le luxueux manoir de la famille Lou sous la lune. Dans leur chambre, notre protagoniste explique à ses sœurs le plan de la famille, ouvrir des portails et utiliser des gens comme appât. Il dit qu'ils se servent des éveillés pour combattre les bêtes, récoltant ainsi d'innombrables ressources précieuses. Sa sœur, outrée, demande comment ils peuvent être aussi cruels et si ces gens ne sont pas considérés comme humains. Notre protagoniste lui répond que pour les nobles, ils sont les seuls véritables humains, et que tous les autres ne sont que du bétail. La sœur rousse propose de tout révéler, mais le jeune homme la coupe. Même si on dit la vérité, personne ne nous croira. Les deux sœurs, inquiètes, demandent alors ce qu'ils doivent faire. Notre protagoniste déclare avec détermination qu'ils vont éliminer les sbires de la famille Lou et stopper la marée de bêtes. Il les appelle près de lui pour leur expliquer son plan. Les deux filles s'approchent, attentives. En chuchotant, il détaille sa stratégie, qu'elles écoutent avec sérieux. Lorsqu'il demande si elles ont tout compris, elles acquiescent, mais restent inquiètes, pourront-elles vraiment vaincre un ennemi si puissant ? Notre protagoniste leur répond qu'ils ont 3 semaines pour se préparer, le plan devant se déclencher à la fin du mois. Il lève son biberon et dit qu'ils doivent renforcer leur pouvoir.
Sa sœur reste confuse, ne comprenant pas comment. À ce moment-là, notre jeune héros et sa sœur aux cheveux blancs échangent un regard complice. Sans prévenir, il place le biberon dans la bouche de l'autre sœur, la prenant totalement par surprise. Elle boit le lait et est choquée de sentir sa puissance grimper en flèche sans même s'entraîner. Notre protagoniste court ensuite en disant qu'il va chercher quelque chose à manger, lui aussi. Pendant ce temps, leur mère médite paisiblement, mais son fils vient la déranger. Elle soupire et se plaint de son appétit insatiable, le traitant de petit morphale. 3 semaines plus tard, notre protagoniste se demande s'il a atteint sa limite en fixant l'écran du système devant lui. Le système informe notre protagoniste de l'obtention d'une nouvelle compétence, et il se demande s'il pourrait être transformé en hôte. Il réfléchit à la possibilité de retrouver son état actuel sans avoir à passer à nouveau 9 mois dans le ventre de sa mère. De plus, le jeune homme réalise qu'il peut utiliser cette nouvelle compétence comme une méthode d'attaque. Une illustration montre comment sa nouvelle technique peut être utilisée pour frapper directement ses ennemis. C'est alors que ses sœurs font irruption dans la pièce, tout excitées, annonçant que tout est prêt. Rassemblés dans la chambre, les 3 frères et sœurs commencent à discuter de leur plan pour arrêter les ennemis qui approchent. Dans une autre scène, la sœur aux cheveux blancs chuchote qu'elle a déjà tout découvert sur un homme nommé Zhou Shen. Elle révèle qu'il est un maître de l'éveil divin et l'un des meilleurs diplômés de son académie. Puis, une autre servante leur demande de baisser la voix, les avertissant du danger que représente cet homme. De retour à la réunion fraternelle, la sœur rousse intervient, disant qu'elle a elle aussi trouvé des informations importantes à son sujet. Apparemment, le Seigneur lui a donné une essence vitale de haut niveau, ce qui l'a propulsé au sommet du rang B. En entendant cela, la plus jeune sœur comprend qu'il est bien plus fort que le dernier ennemi qu'ils ont affronté ensemble. Notre protagoniste évalue alors sa propre puissance et constate qu'il vient à peine d'atteindre le stade initial du rang C. Il mentionne que Shuang a atteint le sommet du rang D en 3 semaines, mais qu'ensemble, ils n'ont toujours aucune chance de gagner. Mais la rousse s'anime soudain, leur disant de ne pas s'inquiéter, car elle a débloqué une nouvelle compétence après lui avoir donné le bain. Les 2 sœurs, surexcitées, lui demandent quel type de pouvoir elle a éveillé. Avec un sourire fier, la fille déclare que sa nouvelle technique porte un nom super classe et épique. Elle prend une pause dramatique et crie. Le nom de ma compétence est Ruée sang bleu, Bloodthirsty Rush. Sa sœur trouve le nom impressionnant, tandis que notre protagoniste semble un peu embarrassé. Confiante, elle explique que la technique la rend 5 fois plus forte pendant 30 secondes. Elle se vante qu'avec ce nouveau pouvoir, un seul coup de poing suffira pour envoyer un ennemi à l'autre bout de la planète. Enflammée, elle commence à faire des mouvements d'entraînement dans le vide, pendant que sa sœur applaudit avec enthousiasme. Notre protagoniste esquisse un sourire confiant. Il a déjà une idée du plan, mais se demande tout de même pourquoi le système leur a accordé d'aussi puissantes compétences juste pour lui avoir donné un bain. Malgré cela, il reste préoccupé, leur puissance pourrait ne pas suffire à vaincre l'ennemi. Voyant son inquiétude, la rousse lui demande quelles informations il a réussi à obtenir pour le plan. Notre protagoniste affiche alors un sourire narquois avant de révéler son grand secret. Il dit que ces renseignements sont cruciaux et qu'il a découvert que l'ennemi sera actif dans la ville à 1 heure du matin. On voit ensuite que notre protagoniste avait entendu l'homme à la cicatrice dire à son grand-père que tout était prêt pour l'attaque de 1 heure du matin. En entendant cela, la sœur rousse est complètement bouleversée. Elle panique et crie que c'est précisément là où se trouve la base de son groupe d'éveil divin. Elle hurle que le commandant est en danger et s'élance pour prévenir les autres de l'attaque, mais notre protagoniste la retient, saisissant son bras et utilisant un peu de son pouvoir de foudre pour la stopper. Il lui dit de ne pas agir précipitamment, ils ont encore le temps d'agir et de sauver tout le monde. D'un ton déterminé, il déclare qu'il a déjà un plan pour vaincre Zhou King. Les 2 sœurs s'exclament, enthousiastes, lui demandant s'il a vraiment un plan. Le jeune héros se penche alors et commence à leur chuchoter les détails de sa stratégie secrète. Avec assurance, il affirme qu'ils ont largement assez de temps et que ce soir, ils abattront Zhou Shen. Les 2 sœurs acquiescent, prêtes pour la mission. La nuit tombe sur la ville, éclairée par une pleine lune qui illumine la scène de l'opération imminente. L'horloge sur le mur sonne minuit, l'heure de l'embuscade approche. Habillés de tenues noires et masques, les 3 frères et sœurs se préparent à lancer leur opération. Quelqu'un mentionne que l'ennemi possède une puissante compétence appelée fouet divin, une technique lui permettant de transformer ses bras en fouet tout en combinant cela à son renforcement corporel. Grâce à ce pouvoir, il est capable de briser même les armures métalliques les plus résistantes. Notre trio de héros bondit alors du toit d'un immeuble, débutant leur infiltration nocturne. Ils glissent à travers le ciel nocturne sous la lueur de la lune. En descendant vers un bâtiment, l'un d'eux signale qu'il a détecté un signal, la cible est là. La sœur aux cheveux blancs remercie ses camarades du groupe Grenade pour leur aide, qui leur a fait gagner du temps. En contrebas, ils aperçoivent un bâtiment où une lumière brille, c'est l'endroit où se cache l'ennemi. Rampant le long du mur, le trio s'approche silencieusement. Puis, il se cache derrière un mur pour observer l'adversaire à distance. Sur le toit, l'homme tient un bâton brillant d'une énergie rouge. L'une des sœurs se prépare à attaquer, mais notre protagoniste l'arrête, lui disant de rester calme et patiente. Le méchant commence alors à concentrer une quantité massive d'énergie dans son bâton.
De la foudre rouge crépite autour de l'arme, prête à libérer toute sa puissance. Voyant l'occasion parfaite, notre protagoniste crie à ses sœurs d'attaquer maintenant. La rousse frappe le sol, arrachant un énorme bloc de béton qu'elle lance de toutes ses forces vers l'ennemi. L'homme esquive facilement l'attaque, mais le projectile effleure tout de même son visage, le laissant étourdi un instant. Furieux d'avoir été attaqué par surprise, il rugit, demandant qui ose l'affronter. Il fixe le trou laissé par le projectile dans le mur derrière lui. À cet instant, l'autre sœur profite de la diversion pour s'emparer du bâton de l'adversaire. En réalisant ce qui vient de se passer, le méchant se tourne brusquement, enragé, et prépare une contre-attaque. Il utilise alors sa capacité fouet divin, transformant son bras qui s'allonge à toute vitesse vers la fille. Celle-ci part le coup d'un coup de jambe, puis se propulse en l'air à l'aide du bâton. D'un geste rapide, elle jette l'arme au loin, la faisant voler hors de portée de l'ennemi. Voyant cela, l'homme tente de récupérer son arme à l'aide de son pouvoir, mais soudain, un éclair jaune surgit du ciel, fonçant sur lui avec une puissance dévastatrice. Pris de panique, il comprend qu'il est trop tard pour esquiver. L'éclair le frappe de plein fouet, provoquant une explosion d'énergie colossale. Voyant le résultat, notre protagoniste dit à sa sœur qu'ils ont réussi à le toucher directement. Mais l'ennemi émerge de la fumée, le bras carbonisé, hurlant de rage. Le héros et sa sœur sont sous le choc, il a survécu. Le méchant les menace, jurant qu'il leur fera regretter le jour de leur naissance. Sans perdre une seconde, il bondit vers eux, prêt à combattre. Notre protagoniste recule d'un pas et crie à ses sœurs de passer au plan B. Tenant l'arme de l'ennemi, la sœur aux cheveux blancs se prépare. Elle fait tournoyer le bâton avec une force impressionnante, avant de le lancer vers son frère. Notre protagoniste l'attrape juste au moment où la rousse et le méchant se font face, libérant leurs auras de combat. La jeune fille égale la puissance de l'homme, se battant à armes égales. Le traître, stupéfait par leur force, se demande qui sont ces enfants capables d'une telle puissance à leur âge. Mais notre protagoniste ne se laisse pas impressionner. Il brandit le sceptre rouge et prépare une compétence terriblement puissante. Le petit héros invoque alors un gigantesque éclair venu des cieux, crépitant d'une énergie dévastatrice et écrasante. Le traître, complètement dépassé, se demande quelle est cette compétence étrange. Soudain, un portail rouge s'ouvre dans le ciel, laissant apparaître des griffes démoniaques qui commencent à s'en échapper. Le garçon remarque le danger et hurle à tout le monde de fuir immédiatement avant qu'il ne soit trop tard. Kuang pousse alors la fille, la faisant tomber au sol. Juste après, notre protagoniste lance un biberon qui vole droit vers les sbires ennemis. L'homme bloque le projectile, mais celui-ci éclate à l'impact, l'aspergeant complètement de lait. Kuang reste bouche bée, essayant de comprendre pourquoi il vient d'être attaqué avec un biberon. Un monstre rouge apparaît alors, et le vilain éclate de rire, disant qu'ils viennent de l'aider à accomplir sa mission comme des idiots. Mais dans le ciel, une lumière jaune commence à briller, attirant l'attention du traître. Soudain, un rayon d'énergie dorée traverse l'air et frappe la bête qui venait de mordre Kuang, mais ce dernier parvient à s'en débarrasser facilement. Kuang déclare que, puisqu'ils l'ont aidé à finir son travail, il va maintenant s'en aller. C'est alors qu'il se rend compte qu'il vient de tomber dans un piège, des flèches d'énergie bleue se mettent à pleuvoir sur lui, tandis qu'une meute de loups rouges fonce dans sa direction. Le traître ricane, demandant s'il pense vraiment que cela suffira à l'arrêter. Les loups bondissent sur lui pendant qu'il esquive les flèches. Notre protagoniste observe calmement la scène tandis que le sbire fonce pour une attaque directe. Les deux sœurs paraissent inquiètes. Kuang s'élance à toute vitesse pour attaquer notre protagoniste, les loups sur ses talons. L'ennemi rit, disant que l'enfant ne peut pas le tromper avec un piège aussi pathétique. En réalité, Kuang a conduit la meute droit sur notre protagoniste. Les filles crient de désespoir pour leur frère, sur le point d'être dévorées par les bêtes. Mais notre protagoniste leur crie de ne pas s'approcher et de rester à l'écart du combat. Le vilain s'étonne en entendant sa voix, elle lui semble familière. Il tourne alors la tête vers le petit garçon, essayant de se souvenir d'où il la connaît. Et soudain, il comprend, il reconnaît notre protagoniste. Aussitôt, les loups ignorent le garçon et se ruent sur Kuang. Ce dernier hurle, demandant pourquoi les bêtes ne s'en prennent qu'à lui et pas à l'enfant. Il invoque alors un bouclier d'énergie violette pour se défendre, mais le nombre de loups est trop important. Il résiste, mais finit submergé, les monstres le mettant finalement à terre. Notre protagoniste retire son sceptre du sol, l'éclair rouge dans le ciel disparaît, ne laissant derrière lui que les restes de Kuang pour nourrir les loups. Les sœurs accourent, inquiètes, appelant leur frère épuisé. À ce moment, la meute de loups rouges tourne son attention vers le petit garçon. Les deux filles se placent aussitôt devant lui pour le protéger, déclarant qu'elles vont s'occuper du reste. La sœur aux cheveux rouges crie avec excitation, appelant la vice-capitaine qui vient d'arriver avec son équipe. Du ciel descend une femme aux cheveux violets, prête à combattre. Soulagé, notre protagoniste dit que la mission est enfin accomplie et qu'ils peuvent rentrer chez eux. Le lendemain, dans un manoir luxueux, quelqu'un hurle de rage. Le grand-père est debout, furieux, tandis qu'un homme est agenouillé devant lui. Le serviteur en larmes supplie le grand-père de notre protagoniste de lui pardonner, affirmant qu'ils ont échoué dans leur mission. Le vieil homme crie que Joking a tout gâché à un moment crucial, ce qui le rend encore plus en colère.
Le majordome tente de le calmer, promettant d'enquêter et d'apporter une explication. Tremblant, le grand-père finit par se détendre un peu, mais reste profondément irrité. Il déclare que la famille Lou vengera la chute de son fils et qu'il ne pardonnera jamais aux traîtres. Le serviteur le remercie et jure de découvrir qui se cache derrière cette attaque. Soudain, une femme ouvre la porte et appelle le majordome, toujours à genoux. C'est la mère de notre protagoniste, qui se plaint que le bébé est encore plus faim qu'avant et qu'elle avait prévu d'aller faire du shopping. Le grand-père rit, disant que c'est normal, il grandit. Il ajoute que le petit est l'espoir des deux familles. Puis, il mentionne que plusieurs familles ont proposé des fiançailles pour l'enfant. La mère est surprise, comment son fils peut-il déjà être si populaire? Le grand-père explique que la réputation du garçon s'est répandue et qu'il faut régler cette affaire rapidement. Notre protagoniste est choqué, se demandant quel genre de mariage absurde c'est encore. Les deux sœurs, ayant entendu la conversation, restent sans voix. Notre protagoniste, les yeux fermés, hoche la tête pour confirmer que c'est bien vrai. Les filles n'apprécient pas du tout la nouvelle. La sœur aux cheveux blancs demande s'il va épouser une descendante de ces gens qu'il déteste. Le garçon sourit et répond qu'il ne les abandonnera jamais, qu'il ne veut pas de ces filles prétentieuses. Rassurés, les deux sœurs sourient. À l'extérieur, les familles nobles arrivent au manoir, apportant des cadeaux pour les fiançailles. Le majordome s'affaire à tout organiser, donnant des ordres pour que tout soit parfait. La mère de notre protagoniste râle auprès du grand-père, disant que le majordome aurait pu gérer cela seul. Le vieil homme répond que son fils est incapable de s'en charger, et qu'elle doit apprendre à être la future matriarche. À ce moment, une servante accourt et murmure quelque chose à l'oreille du majordome, qui se précipite aussitôt vers le grand-père. Le domestique lui glisse quelques mots à l'oreille, le vieil homme devient grave et songeur. Il se lève ensuite et invite sa belle-fille à venir assister à la réunion de fiançailles. La femme entre dans la salle, tenant notre protagoniste dans ses bras. Le majordome annonce qu'une lettre scellée du second jeune maître vient d'arriver, directement de la capitale impériale. Le grand-père, l'air sérieux, prend la lettre et la remet à la mère, qui garde le bébé sur ses genoux. Notre protagoniste comprend que ces lettres scellées sont des moyens pour les familles nobles d'échanger des informations importantes. Il tend la main vers la lettre, en babillant. Il devine que les hauts placés veulent agir contre la famille Ling, mais il s'en fiche complètement, il se jette sur sa mère pour réclamer son lait. Elle le gronde gentiment, lui disant de boire plus lentement tout en le serrant contre elle. Le grand-père ignore la scène et demande à sa belle-fille ce qu'elle pense du contenu de la lettre. Celle-ci s'interroge, pourquoi un tel intérêt soudain pour la famille Ling, déjà sur le déclin? Le vieil homme sourit, disant qu'ils ont commis une erreur et que leurs affaires sont désormais mûres pour être prises. Il ordonne ensuite que la proposition de mariage de la famille Ling ne soit pas honorée. Plus tard, on voit notre protagoniste tendre son biberon à sa sœur rousse. À ce moment-là, l'autre sœur déboule dans la pièce en criant leur nom. Surprise, la sœur rousse fait tomber le biberon, qui éclabousse de lait tout son visage. Le garçon, paniqué, lui fourre le biberon dans la bouche de l'autre sœur, lui disant de boire pour se calmer. Celle-ci s'exécute, satisfaite. Puis elle tend le biberon à son frère et dit « J'ai vu sans scène ». Le protagoniste sursaute et demande où elle est. La sœur répond qu'elle se trouve à la fête de fiançailles de la famille Ling. Flashback, la grande sœur, qui travaillait comme servante à l'événement, voit le carrosse de la famille Ling arriver. À l'intérieur, la jeune Sansen, vêtue d'une robe de domestique. Le visage de notre protagoniste se fige lorsqu'il entend ce nom. Les deux sœurs, inquiètes, lui demandent ce qu'il a. Le garçon crie de colère. La famille Lou va écraser la famille Ling. Il hurle à ses sœurs de trouver un moyen d'exfiltrer Sansen immédiatement. Il tente de s'enfuir, mais sa mère apparaît soudain et lui bloque le passage. D'un ton ferme, elle demande où il compte aller encore une fois. Elle le saisit dans ses bras, expliquant qu'il ne peut pas partir, le grand-père a ordonné qu'il soit présent à la réunion. Elle l'emmène donc de force, pendant que ses sœurs les regardent, rongées par l'inquiétude. La rousse demande ce qu'elles doivent faire, et la sœur aux cheveux blancs répond qu'elles doivent d'abord établir un plan. À ce moment-là, une autre servante arrive et appelle les deux jeunes femmes pour aider le majordome dans les préparatifs. Elles acceptent, bien qu'encore nerveuses. Dans le grand hall, le grand-père remercie les familles présentes et annonce que seules 3 jeunes filles sont compatibles avec son petit-fils. Les représentants des 3 familles s'inclinent, honorés par cette chance d'union. L'aïeul précise que la compétence est essentielle, et que celle qui remportera une épreuve spéciale épousera le garçon. Notre protagoniste est confus, il n'a aucune idée de la nature de cette épreuve de compétence. On voit alors les 3 familles sélectionnées, la famille Nanggong, la famille YI et la famille Ling. Le grand-père grogne en remarquant que la famille Ling a envoyé la fille d'une concubine à l'événement. Furieux, il pense qu'il n'a autorisé cela que pour détourner l'attention. Le protagoniste devient anxieux, se disant qu'il ne peut compter que sur ses 2 sœurs. Il enfouit alors son visage dans la poitrine de sa mère, ce qui la met très en colère. Elle lui crie dessus, mais le jeune homme pense simplement qu'il boit un peu de lait pour se calmer. Le grand-père rit et dit de le laisser boire, car son développement est inhabituel. Il ajoute que lorsque notre protagoniste grandira et sera testé dans la capitale, tout le mérite lui reviendra.
Épuisée, la mère se plaint que son fils est un petit glouton sans fond qui ne sait que téter. Ailleurs, le majordome entre dans une pièce où le chef de famille est assis seul. Le serviteur l'informe que la jeune fille Ling périra pendant l'épreuve et que tout son groupe sera éliminé. Satisfait, le chef de famille déclare que le plan est tout simplement excellent. Ayant surpris ce complot sinistre, notre protagoniste panique complètement en pensant à sa sœur sans sang. Pendant ce temps, la sœur de Minhwa traverse le hall du manoir en portant un plateau de fruits. La sœur de Heded se dépêche aussi, se plaignant d'être débordée et incapable de s'éclipser. Les deux jeunes femmes se croisent, inquiètes, se demandant ce qu'elles vont bien pouvoir faire. La scène se déplace ensuite vers l'arène privée de la famille Lu, un gigantesque colisée. Le grand-père, la mère tenant notre protagoniste dans ses bras, et le majordome sont assis dans une loge privée, observant tout. Le majordome annonce que l'épreuve va commencer et appelle la jeune fille de la famille Nangong. Tous regardent la première concurrente entrer dans l'arène, vêtue d'une robe gothique. Le grand-père du protagoniste la félicite, disant qu'elle est belle et douée au combat. Mais la mère de notre protagoniste ne semble pas impressionnée. L'aïeul commente que toutes les jeunes filles nobles ne deviennent pas des perles rares comme elle. La mère approuve, ajoutant qu'une belle fille doit être quelqu'un capable de partager leur fardeau à l'avenir. Le majordome appelle ensuite la deuxième jeune fille, de la famille YI. À ce moment, une main se lève vivement et une voix enthousiaste répond à l'appel. Une fille blonde en robe Lolita court alors joyeusement vers le centre de l'arène. Elle salue la famille et se présente formellement sous le nom de Yuangan. Voyant cela, la mère du protagoniste remarque que cette jeune fille sait parfaitement comment se faire apprécier. Puis le majordome annonce la troisième concurrente, Ling Piao, de la famille Ling. Une fille aux cheveux courts et aux vêtements simples s'avance calmement vers l'arène, contrastant fortement avec les deux autres. Les trois candidates sont maintenant réunies dans la grande arène de combat. Le grand-père et la mère du protagoniste les observent d'un air grave. Notre protagoniste se demande si cette fille est bien celle qui accompagnait Samson et comment elle s'est retrouvée là. Dans l'arène, les trois jeunes femmes se font face, prêtes à commencer l'épreuve de compétence. La fille aux cheveux courts attire l'attention des deux autres par un simple « et ». En réponse, la blonde la pointe du doigt, furieuse, et lui reproche de manquer de manière pour une noble dame. Pendant ce temps, suspendue la tête en bas, notre protagoniste semble extrêmement stressé par cette situation absurde. On voit alors la fille aux cheveux courts le tenant par le pied, comme si de rien n'était. Avec un sourire, elle l'appelle « chérie » et dit qu'elle comptera sur lui désormais. Le garçon panique et hurle pour qu'elle le lâche tout de suite. À cet instant, ses trois sœurs apparaissent et crient à la jeune fille de laisser notre protagoniste tranquille. Les trois pointent la fille du doigt, leurs visages emplis de rage. La plus jeune appelle joyeusement son frère en même temps que les deux autres. Voyant cela, notre protagoniste se demande comment la situation a pu devenir aussi catastrophique. Retour quelques heures plus tôt, dans l'arène de la famille Lu où se déroulait l'épreuve. La fille aux cheveux violets affronte un sanglier démoniaque fonçant droit sur elle. L'épée à la main, elle se prépare à frapper. La lame s'illumine, et d'un seul coup, elle tranche net la créature en deux. Le grand-père commente qu'elle est très talentueuse, surtout sans éveil divin, n'utilisant que l'épée familiale. Notre protagoniste réfléchit à la force de cette fille et au fait qu'elle se bat pour un mariage arrangé. La deuxième manche commence alors, et la représentante de la famille YI entre dans l'arène. La blonde affronte cette fois un sanglier démoniaque encore plus redoutable. Avec un sourire malicieux et des yeux brillants, elle dit à la bête d'aller en un meilleur endroit. Son pouvoir attaque directement le cerveau du monstre avec une étrange énergie rose. Désorientée, la créature court en rond avant de s'écraser violemment contre le mur de l'arène, morte sur le coup. Le public reste bouche bée. La concurrente salue ensuite la foule et déclare qu'elle a réussi l'épreuve. La mère du protagoniste demande alors au majordome quel est ce pouvoir étrange. Il explique qu'il s'agit de l'éveil divin de sa famille, une forme d'interférence mentale. La femme s'inquiète, pensant que cette fille manipulera toute la famille plus tard. Le grand-père répond que ce n'est pas un problème, tant qu'un éveil divin de niveau supérieur existe. Notre protagoniste réfléchit au fait que le lait de sa mère augmente sa puissance et se demande quel secret ces familles nobles cachent. Peu après, la participante de la famille Ling est appelée. La fille aux cheveux violets la regarde d'un air grave, tandis que la blonde la provoque, disant que la famille Ling a dû racler les fonds de tiroir. Furieuse, la mère du protagoniste traite la blonde de petite insolente. Les sœurs du garçon deviennent très inquiètes en voyant avec qui la famille Ling est venue. D'en haut, elles observent avec nervosité. Leur plus jeune sœur est déguisée en servante parmi le groupe Ling. Le protagoniste panique, il sait que si la concurrente Ling échoue, sa sœur sera entraînée avec elle. La fille aux cheveux courts fait alors face à un gigantesque sanglier démoniaque dans l'arène. Le jeune homme, stupéfait, se demande si elle compte simplement rester là sans rien faire. Le grand-père et le majordome échangent un regard complice, laissant clairement deviner qu'ils ont un plan sinistre en tête. Le gigantesque monstre se prépare à attaquer la jeune fille, tandis que la famille observe depuis sa loge luxueuse. La mère de notre protagoniste se fige, comprenant que le plan consistait à faire passer la mort de la concurrente pour un accident.
Le grand-père explique qu'éliminer une cible discrètement exige de maquiller le meurtre en accident. En désignant la reine du doigt, il dit à sa belle-fille de simplement regarder la suite. Le monstre charge à toute vitesse vers la jeune fille, mais celle-ci reste parfaitement immobile. Un sourire moqueur aux lèvres, la concurrente murmure que si c'est tout ce que la bête a à offrir, elle n'a rien à craindre. Le monstre bondit, mais la jeune fille érige un bouclier magique bleu d'un simple geste, bloquant l'attaque d'un seul doigt. Aussitôt, elle concentre son pouvoir et frappe la créature d'un poing enveloppé d'une aura bleutée. Déterminée, elle fixe la bête dans les yeux. La créature rugit de douleur tandis qu'une énergie brûlante jaillit de son corps. En quelques secondes, elle est entièrement consumée par les flammes, forçant la jeune fille à reculer. Le grand-père et le majordome, stupéfaits, n'en croient pas leurs yeux. Soudain, le corps du monstre se met à briller avant d'évoluer en un sanglier roi mutant de rancé. Le grand-père semble comprendre la situation, tandis que le reste de la famille observe, décontenancé. La concurrente blonde rit, ravie de savoir qu'avec l'évolution du monstre, elle a désormais une rivale de moins. La fille aux cheveux violets, elle, reste pensive, observant la scène d'un air grave. Face à la tournure des événements, notre protagoniste et ses sœurs paniquent complètement. Il se dit que, pour ne pas être découvert, il va devoir utiliser sa technique secrète. Il commence alors à boire auprès de sa mère, qui se plaint de son timing catastrophique. Juste après, il recrache tout le lait qu'il venait d'avaler. Furieuse, sa mère le repousse et lui crie dessus pour l'avoir encore éclaboussé. Le liquide est projeté dans l'arène et attire aussitôt l'attention du monstre. La créature en sent l'essence et s'y intéresse immédiatement, se ruant vers la femme enveloppée d'une énergie rose. La mère, totalement dépassée, ne comprend pas ce qui se passe. Elle s'apprête à lancer notre protagoniste, tandis que les deux sœurs se préparent à affronter la bête. Mais la fille de la famille Ling intervient, « Laissez-moi faire ». Une étrange énergie se forme dans sa main. En un instant, plusieurs épines jaillissent du sol à une vitesse fulgurante et s'enroulent autour du corps du sanglier, l'immobilisant totalement. Le grand-père et le majordome regardent la scène, bouche bée. La mère, tout aussi surprise, se demande de quel éveil divin à base de bois il peut bien s'agir. Le grand-père, intrigué, admet que c'est impressionnant, même si ce n'est pas aussi puissant que celui de son petit-fils. Il reconnaît tout de même la force de la jeune fille. Celle-ci regarde sa main désormais recouverte d'épines rouges et s'interroge sur le nom de ce pouvoir. La fille aux cheveux violets semble également stupéfaite par cette capacité, tandis que la blonde grimace de dégoût, disant qu'elle ne voudrait pour rien au monde être prise dans ses lianes. Le grand-père explique que cette faculté peut vaincre des créatures de rang supérieur en drainant leur essence vitale. En quelques secondes, le sanglier est vidé de toute énergie et se réduit à un squelette. Le majordome demande alors ce qu'il doit faire d'elle, mais le chef de famille réplique qu'il a une meilleure idée. Il regarde son petit-fils, installé dans les bras de sa mère avec ses deux sœurs, et déclare que son plan est de faire de la fille la future épouse de son petit-fils pour s'approprier le pouvoir sacré des Ling. Les petites sœurs crient à la jeune fille de relâcher notre protagoniste. La sœur de A demande à la cadette comment elle s'est retrouvée avec la chasseuse. Sansan, au bord des larmes, ne peut pas répondre. La rousse se met alors à la gronder pour avoir disparu sans prévenir. La petite, touchée par les tapes légères de sa sœur, baisse la tête. Notre protagoniste intervient pour les interrompre, affirmant que ce n'est pas le moment, la famille Ling est sur le point d'être totalement anéantie. La chasseuse répond avec un sourire calme qu'elle le savait déjà. Le garçon et ses sœurs restent pétrifiés. La fille de la famille Tang leur dit qu'elle n'a pas beaucoup de temps et doit leur révéler quelque chose d'important. Tous écoutent attentivement. Elle leur demande s'ils ont déjà éveillé leur système. Figé, mais conscient de la vérité, le protagoniste et ses sœurs acquiescent. Elle leur explique qu'ils ont sans doute obtenu des pouvoirs étranges. Sa future épouse leur sourit doucement et demande s'ils croient vraiment au miracle. D'un air timide, il secoue la tête, non. La jeune femme enlace alors la petite Sansan et déclare qu'aucun miracle ne vient sans un terrible prix. Les trois frères et sœurs restent sous le choc. La petite Sansan se blottit sur les genoux de la chasseuse. Notre protagoniste demande ce qu'elle veut dire. La jeune femme révèle que la fillette a perdu ses bien-aimées sœurs et s'est retrouvée seule. Dans un flash, Sansan revoit ses sœurs emmenées loin d'elle. Seule, elle découvre que son éveil divin est le pouvoir de voler les capacités des autres. Grâce à cela, elle pouvait s'approprier les dons et les compétences divines d'autrui. Dans ce monde chaotique, elle est devenue une criminelle redoutée de tous. Mais, à la fin, elle a trouvé un moyen de remonter dans le temps, sacrifiant toute sa puissance pour revenir et sauver ceux qu'elle aimait le plus. Notre protagoniste, abasourdi, lui demande si la petite Sansan a vraiment été réincarnée. La fillette hoche timidement la tête. La chasseuse rit et dit que la petite est un démon impitoyable. Dans sa vie passée, Sansan était une puissante vilaine crainte de tous. La jeune femme explique ensuite que l'interface du système qu'il voit est en réalité une projection mentale issue de Sansan. Les trois frères et sœurs observent leurs écrans de système, tentant de comprendre. Elle poursuit, chaque fois qu'ils utilisent le système, cela draine la puissance de Sansan. À cet instant, la fillette, assise, libère une faible aura. Les éveils divins qu'il possède proviennent de ses recherches passées. Dans sa vie antérieure, elle a subi des activations divines presque fatales pour y parvenir.
Notre protagoniste demande alors comment elle a obtenu son éveil divin à lui. La jeune femme répond que Samson a sacrifié une partie de sa puissance pour le sauver d'un grand danger. Pour ce faire, elle s'est infiltrée dans le cercle intérieur de la capitale et a vaincu le chef de la famille Mou, traversant d'innombrables épreuves pour obtenir ce pouvoir. Sous le choc, ils se précipitent tous vers Samson et la serrent dans leurs bras. Tous réunis dans une étreinte chaleureuse, ils partagent un moment doux et émouvant. La petite Samson pleure de joie d'être à nouveau avec ses frères et sœurs. La scène change brusquement, un bar miteux apparaît, avec une mélodie étrange en fond. À l'intérieur, une fille blonde danse autour d'une barre. Un jeune homme blond entre et tente de la draguer. La fille aux yeux hétérochromes le remercie en l'appelant « mignon ». Soudain, elle lève sa jambe tout près de son visage. Sans réfléchir, le garçon renifle son pied, fasciné. À ce moment, un homme aux cheveux verts arrive et lui demande s'il a perdu la tête. En s'approchant, il comprend que quelque chose ne tourne pas rond. Le blond commence à se sentir étourdi. Les deux inconnus échangent alors un sourire mauvais, révélant leurs véritables intentions. Le blond supplie qu'on ne lui fasse aucun mal. Dans un sous-sol, on voit Blondie attachée pendant que la femme d'avant le tourmente. Elle prend ensuite une pose intimidante et sourit à l'homme ligoté. Un majordome mystérieux apparaît et lui dit qu'il ferait mieux de tout raconter sans rien cacher. Le majordome affiche un air menaçant. Le blond implore pour sa vie et explique que sa mission était d'arrêter une vague de bêtes. Le vieil homme lui ordonne de continuer à parler. Le blond raconte qu'après avoir vaincu les bêtes, il a reçu une somme d'argent. Le vieil homme se met alors en colère et lui crie qu'il n'aurait jamais dû s'en prendre à son fils. Désespéré, le blond jure que ce n'était pas lui, mais 3 personnes masquées. Le vieil homme, intrigué, demande qui elles étaient, d'où elles venaient et quel était leur nom. Le blond répond qu'il ne sait pas, car il était trop loin, et qu'il n'a vu que 2 filles et un enfant. Le vieil homme est choqué d'apprendre qu'il s'agissait de 2 filles et d'un enfant. Il demande ensuite à quel groupe le blond appartient et qui est son capitaine. En entendant qu'il fait partie de l'équipe de la Grenade Rouge, le vieil homme en costume sursaute. Avec cette information, il se souvient d'un portail contenant des créatures extrêmement puissantes. Il se tourne alors vers la femme et lui ordonne de s'occuper du type. Le prisonnier hurle de désespoir, disant qu'il avait promis de le laisser partir. Sans pitié, la femme lui assène un coup au visage avec une chaussure à semelle épaisse, puis maintient son pied sur son visage. Le vieil homme déclare qu'il a bien promis de ne pas le tourmenter, mais qu'il devait faire de lui un exemple. Il se retourne et quitte le sous-sol. En un instant, on le retrouve au sommet d'un immeuble, en pleine nuit. L'homme marche sur le toit et baisse les yeux, remarquant des fissures sur le sol. Il s'accroupit et commence à les analyser, passant sa main sur la surface. Soudain, le sol se met à luire d'une étrange énergie. Il se déplace vers une autre partie du bâtiment pour examiner le phénomène. Après ces observations, il en tire une conclusion. On voit alors un flashback, il tient dans ses bras la petite sœur de notre protagoniste, blessée. Il pense alors que cette découverte est capitale et qu'il doit confirmer sa théorie. Multivers Récap, c'est ici, un voyage joyeux